Pourquoi est-il urgent pour l'Europe de prendre conscience de la menace existentielle de la guerre russe ? Comment convaincre les élites américaines de la gravité de la situation ? Sur qui s'appuyer dans le monde non européen ? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Alexandre Melnik, professeur de géopolitique, écrivain, commentateur de la situation ukrainienne pour des médias français. Alexandre défend la position très ferme quant à la nécessité de la réponse occidentale forte à l'agression russe. Bonjour Alexandre, tout d'abord je voudrais vous remercier pour avoir accepté l'invitation à notre podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme professeur, aujourd'hui vous êtes professeur, vous enseignez la géopolitique et plusieurs autres matières à vos étudiants. On vous connaît aussi comme commentateur de cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine depuis bientôt 2 ans. Vous êtes souvent présent dans les plateaux télévision, notamment sur la chaîne LCI, mais plusieurs autres aussi. On vous connaît quelqu'un qui ait cette position très ferme, je dirais, sur la nécessité d'agir de la part de l'Occident. On vous connaît aussi, surtout aussi comme quelqu'un qui a des racines russes. Vous êtes né en Russie, encore bien sûr à l'époque soviétique. Et donc ma première question à vous serait toute simple. Est-ce que vous pouvez résumer, partager votre parcours professionnel depuis la Russie vers la France ? Tetiana, d'abord, permettez-moi de vous dire que c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi d'accepter votre invitation et de s'adresser à tous les gens qui nous écoutent. Écoutez, moi je dis, votre présentation était complète, je dirais, c'est très intéressant ce que vous avez dit, me présentant, mais je voudrais préciser quand même un point. Oui, je suis professeur de géopolitique, le mot aujourd'hui est assez galvaudé, peut-être il faut expliquer que, à mon sens, la géopolitique, c'est le monde dans son entièreté, dans sa totalité, et aussi la place de chaque individu dans ce monde, quelle que soit la couleur de peau, la géolocalisation, etc. Donc, c'est ça que j'enseigne à travers le monde dans des pays complètement différents. Et aussi, j'écris des livres. En ce qui concerne ce qu'on peut appeler parcours, mais je préfère l'expression la trajectoire de vie, vous avez dit les origines russes, mais comme tout le monde peut comprendre, et mon nom Melnik l'indique clairement que c'est pas tout à fait russe. C'est ukrainien. C'est ukrainien parce que évidemment Melnik c'est l'un des noms ukrainiens les plus connus et les plus répandus. Mais le problème c'est qu'on ne choisit pas son lieu de naissance ni le moment historique pour naître. Je suis né en URSS, l'Union soviétique. Alors c'était un pays qui était composé de 15 républiques différentes, très différentes. Et le seul ciment de ces pays, c'était le communisme. Et lorsque je suis né donc à Moscou, eh bien, je ne savais pas que j'étais ukrainien. Tout simplement parce que les origines et les identités nationales, les racines, comme vous l'avez dit, étaient censées être effacées par cette aspiration à cette idéologie globalisante qui s'appelait le communisme. Et c'est progressivement que je redécouvert mes origines, ma propre identité. Quand j'étais, par exemple, je vais vous donner un exemple de cette redécouverte de l'identité. J'étais à Bangalore, en Inde, avec mes étudiants qui avaient fait des études aux États-Unis et qui avaient déjà créé leurs propres entreprises là-bas à Bangalore. Bangalore, c'est une sorte de Silicon Valley en Inde. Et après, on a parlé avec eux et j'ai vu qu'ils étaient des Indiens, c'est-à-dire habillés indiens, parlant anglais avec un très fort accent indien. Et en même temps, ils étaient complètement globalisés
globalisé, ouvert au monde. Ils ont même engagé leurs propres professeurs, les anciens professeurs américains, les sommités en la matière, dans leur domaine, en tant que conseillers. Et ils m'ont employé, ils m'ont dit, partagé avec moi cette expression qui m'a profondément marqué. C'est-à-dire, ils ont dit en anglais, rerouting the roots. C'est-à-dire, en d'autres termes, enraciner ou réenraciner ses propres racines. Eh bien, je suis né là où je suis né. Après, j'ai découvert peut-être mes propres racines à travers mon contact avec le monde. J'ai travaillé comme diplomate soviétique, après avoir fait mes études à l'Institut de Relations internationales à Moscou, d'ailleurs à la faculté de journalisme. Je voulais jamais être diplomate au départ. Eh bien, je me suis retrouvé un peu par hasard d'ailleurs, étant plutôt bon étudiant, donc j'aimais toujours les études, à l'ambassade soviétique à Paris en tant qu'assistant de l'ambassadeur. C'était en 1981. Donc voilà, et j'aimais la diplomatie, c'était formidable, ouverture sur le monde. Mais assez rapidement, j'ai atteint mes limites dans la diplomatie qui s'est transformée, surtout actuellement, dans une sorte de travail assez bureaucratique, assez hiérarchisé. Et j'avais besoin d'être libre. En fait, je ne peux exister qu'en étant libre. Eh bien, j'ai tout fait dans la diplomatie où j'avais travaillé 15 ans. J'avais travaillé à Paris, j'avais travaillé à Genève, j'avais travaillé un peu avec Mikhail Gorbatchev. Je suis d'ailleurs fier d'avoir apporté quelques éléments de langage et de réflexion au discours sur la nouvelle mentalité internationale à Gorbatchev à l'époque. Et après, en 95, quand j'étais pour une deuxième fois à Paris en mission à l'ambassade qui s'appelait déjà la Russie, parce que en quelque sorte ma vie épouse la trajectoire géopolitique et l'Union soviétique a disparu et c'est la Russie qui a réémergé sur les ruines de cet empire communiste, l'URSS. Et en 95, je comprends que je n'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus être dans ce système bureaucratique étouffant, étant un peu claustrophobe. Donc je prends cette décision extrêmement radicale, drastique, qui change complètement le cours de ma vie, c'est-à-dire démissionner de mon plein gré, parce que j'étais plutôt bien vu comme diplomate. Du coup, je me retrouve à Paris, libre, mais quasiment à la rue. À la rue, c'est-à-dire je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'adresse, je n'avais pas de documents, je n'avais rien. Finalement, je gardais de ma vie précédente deux choses que je partage aujourd'hui avec mes étudiants en essayant de tracer leur avenir, en proposant quelques qualités qui peuvent permettre leur épanouissement. Deux choses que je gardais. La première, c'est la confiance en soi. Quelles que soient les circonstances historiques, autres qui changent, eh bien, gardons cette confiance en nous. Et deuxième chose, la deuxième chose, c'est je savais à peu près ce que je voulais faire dans ma vie et de ma vie. Et ben c'est ce que je voulais faire dans ma vie et de ma vie, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, je suis professeur dans le système supérieur privé. Je précise que je n'enseigne pas à la faculté, je n'enseigne pas à l'université française. J'ai d'ailleurs une piètre opinion sur le système universitaire en France, qui sent un peu la naphtaline, à mon avis. J'enseigne dans des écoles qu'on appelle business school. Eh bien, la grande école où j'enseigne, je suis professeur permanent, c'est l'école qui s'appelle ICN, c'est une grande école, enfin une petite grande école, mais ça ne m'empêche pas d'enseigner aussi dans d'autres écoles en répondant aux propositions personnalisées. Et j'enseigne, je termine là-dessus, vous savez, l'éducation, pour moi, c'est le combat numéro 1 du XXIe siècle, c'est-à-dire planter les graines de l'intelligence, de la connaissance et de certain nombre de valeurs qui donnent du sens à la vie dans les cœurs et les esprits des jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, générations auxquelles appartient l'avenir. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais et je fais ça avec beaucoup de bonheur, tout simplement parce que ça me rajeunit toujours, les contacts avec les jeunes. Donc, c'est un travail sans lequel je n'existe pas. Donc, je peux à la limite étouffer donc, et ne pas exister si je n'ai plus le contact avec mes étudiants qui sont captifs, qui sont curieux, qui ont les yeux ouverts sur le monde et qui cherchent finalement construire leur avenir. Voilà, donc c'est pour ça que moi, ça me donne aussi, ça me procure du bonheur.
Merci beaucoup Alexandre, c'est tout à fait intéressant. Je vous comprends aussi personnellement parce que moi aussi j'enseigne depuis bientôt 15 ans, même déjà plus de 15 ans à l'université Moïla à Kiev. C'est vrai que cette génération nouvelle, elle nous inspire. Vous avez mentionné dans votre présentation le fait que vous avez quitté l'ambassade, quitté voilà, ce chemin diplomatique. Qu'est-ce que vous pouvez préciser? En quelle année? Et vous avez aussi mentionné cette histoire familiale. Vous avez découvert votre histoire familiale, votre identité ukrainienne liée à votre nom de famille Melnik, mais c'était à quelle année, dans quel contexte et qu'est-ce que vous avez découvert justement? C'est très intéressant votre question, Tatiana. En fait, mon grand-père, qui a donné le nom à notre famille Melnik, il est né dans la région de Souma, Sumsk Oblast, à la fin du 19e siècle. Donc, c'était un paysan, un paysan qui parlait une sorte de patois. Sa langue maternelle, c'était pas du tout le russe. Et après, il se retrouve dans cette tourmente de l'histoire, c'est-à-dire 1917, la Révolution, les Rouges, les Blancs. Il décide, parce que c'était un pilote de sa vie, un self-made man extrêmement fort, il décide de piloter sa vie en immigrant en Russie. Il a appris le russe, et il a fait des études. Il a fait des études en tant qu'ingénieur militaire donc à Leningrad ou à Petrograd, je ne me rappelle plus comment la ville s'appelait à l'époque. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans les années 30, 1934-35, donc ce tyran sanguinaire prénommé Staline avait déjà envoyé la moitié de la population de son pays au goulag avant d'y envoyer l'autre moitié. Et c'est la guerre, le spectre de la guerre qui rôde. Et Staline comprend, bah tiens, j'ai besoin quand même de gens compétents qui sachent tourner la machine. Et ben mon grand-père, à 37 ans, devient général de l'armée soviétique. Son honnêteté, sa déontologie, à mon avis, n'ont jamais été prises en défaut. Il est resté toujours fidèle à lui-même. Il était, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en charge de la réparation des chars soviétiques endommagés par les Allemands. Il était du bon côté de l'histoire à cette époque-là. C'est pas le cas de la Russie aujourd'hui. Donc, et après la Deuxième Guerre mondiale, juste après, Staline voulait se débarrasser de ces seconds couteaux là, de tout le monde finalement. Donc, mais pas par l'intermédiaire du goulag. Il a proposé à mon grand-père, comme à bien d'autres d'ailleurs généraux à peu près de ce niveau-là, un hectare de terrain et la possibilité aussi de construire une dacha sur ce terrain. Et du coup, mon grand-père, Andrei Vassilievich Melnik, il s'est retrouvé à 52-53 ans, retraité sur ce terrain où il avait construit une magnifique dacha où moi, j'avais passé mon enfance. Donc, c'est-à-dire, je suis né à Moscou, mais ma vraie patrie, mes vraies racines, c'est pas Moscou, c'est le pain de terrain à Monino. Monino, c'est à 40 km au nord-est de Moscou, où j'étais heureux, où j'ai découvert le monde, où je commençais à écrire pour la première fois, où je commençais à rêver. Et vous savez, j'étais toujours doté d'une certaine ambition, c'est-à-dire mon rêve complètement fou, complètement dingue, était, lorsque j'étais en Union soviétique, à l'âge de 10 ans, mon rêve était de devenir président des États-Unis. Président des États-Unis, tout simplement, parce que je rêvais toujours de la liberté. Et je comprenais que le communisme était foutu. Déjà, j'avais ce pressentiment. Donc, voilà. Ça, c'est pour répondre à votre question sur mes origines qui viennent de mon grand-père. Il est mort lorsque j'avais 14 ans. Mais je regarde toujours ce souvenir de quelqu'un qui m'avait influencé à vie. Et ensuite, après avoir fait les études de MGIMO, après avoir travaillé en diplomatie pendant 15 ans, c'est en 1995, donc c'est-à-dire à l'époque
parenthèse enchantée presque, à l'époque de Yeltsin à Russie, et je comprends que je n'en peux plus. Je peux plus de ce bunker où j'étouffe. Bunker, c'est l'ambassade, si vous ne le connaissez pas, nos auditeurs ne connaissent pas. Bunker, c'est le nom de l'ambassade soviétique russe après à Paris, boulevard Lannes, qui était construit à l'époque de Brejnev et qui ressemble véritablement à un bunker. Eh bien, je pouvais pas, je pouvais plus physiquement. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ça aussi, si vous voulez, le destin, la roue de la fortune, le coup de pouce du destin. En fait, je travaillais à l'époque à 95 avec l'ambassadeur de Russie, Yuri Rizhov. Yuri Rizhov, c'était un homme extraordinaire. C'était quelqu'un à qui Boris Yeltsin, lorsqu'il voulait vraiment se débarrasser du communisme et faire table rase du passé, avait proposé à Rizhov le poste de Premier ministre. Mais Rizhov a dit, je suis trop vieux. Tu sais, Boris, envoie-moi dans un endroit sympa, par exemple à Paris. Et comme ça, Rizhov, à 60 et quelques années, c'est-à-dire c'est mon âge aujourd'hui, il n'était pas trop vieux, il se retrouve à Paris sans avoir aucune expérience diplomatique, mais en même temps, il était un tout petit peu, si vous voulez, le visage extrêmement sympathique, un homme très ouvert d'esprit qui représentait la Russie de Yeltsin à cette époque-là à Paris. Mais l'ensemble de l'ambassade, bon, peut-être je ne m'engagerai pas là-dessus, je ne dirai pas l'ensemble de l'ambassade, mais en tout cas, la majorité des diplomates étaient contre, évidemment, ce changement historique de plaque tectonique, c'est-à-dire contre l'effondrement de l'Union soviétique, contre l'émergence de la Russie nouvelle, démocratique, ouverte vers le monde, vers l'Europe, etc. Et nous, avec Rizhov, on se retrouvait sur la même longueur d'onde. Mais on ne pouvait pas vraiment communiquer en public sur notre ressenti de l'histoire. Mais lorsque j'ai atteint ces limites de mon travail à l'ambassade, qu'est-ce que je fais? J'ai écrit ma lettre de démission, en bonne et due forme, en écrivant que, vous savez, j'avais travaillé pendant ces années au ministère des Affaires étrangères, j'ai travaillé à l'ambassade, j'ai écrit cette lettre à l'ambassadeur sous votre direction, je n'ai pas démérité, hein, je pense que j'ai bien fait mon job. Si vous avez des reproches à me faire, vous le faites, donc je les accepterai, les yeux dans les yeux, mais laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre, c'est-à-dire je termine, je démissionne, et si la Russie veut construire une démocratie, la Russie doit aussi accepter le choix de chaque personne, de chaque être humain, son choix, leur choix personnel, et qui peut être quand même assez dérangeant, évidemment. Et vous savez ce qu'elle a dit, Rizhov? Et ça, c'est incroyable. Les mots de Rizhov, quand je lui présentais cette lettre de démission, parce que je n'y croyais pas finalement moi-même qu'il accepterait. Il y avait plein d'agents du KGB autour qui surveillaient. Enfin bon, plein d'agents du KGB. Yeltsin a quand même supprimé le KGB, mais il y avait quand même des récidifs à l'ambassade, évidemment. Donc elle se cachait, il était tapis dans l'ombre. Il détestait justement l'ambassadeur Rizhov et moi, évidemment. Donc, et quand je présente cette lettre de démission à Rizhov, dans notre entretien face à face, il m'a dit des trucs incroyables aujourd'hui. Il m'a dit, Alexandre, je ne vous vois ni en diplomatie, ni en Russie. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yuri Alexeyevich Rizhov. C'est un homme, c'est un honnête homme, c'est un homme doté de grandes valeurs, à qui je dois finalement ma liberté. Oui, oui, un récit absolument passionnant, Alexandre. Vous avez resté en France, vous avez rompu en quelque sorte les liens qui vous liaient à la Russie contemporaine. Voilà, avec cette découverte, avec cette connaissance déjà de vos racines, de la région de Soumy. Je tiens à rappeler à nos auditeurs que la région de Soumy, c'est une région nord-est de l'Ukraine actuelle. C'est une région qui avait d'ailleurs résisté d'une manière tout à fait héroïque à cette invasion russe. C'est une région avec une histoire cosaque qui a été rasée, donc qui était en train de se découvrir. Nous avons reçu dans ce podcast une auteure ukrainienne qui s'appelle Marina Koumeda, qui est elle aussi de la région de Soumy et qui est en train de découvrir justement l'histoire de cette région. Elle est auteure de journal d'une Ukrainienne que je vous conseille de lire. Alexandre, pour poursuivre notre conversation, je vais vous demander de retourner dans votre mémoire dans ce jour
tragique de 24 février 2022. Vous étiez en France, vous avez appris des actualités. Est-ce que vous aviez l'impression que cette guerre pouvait commencer de cette manière? Bien sûr, la Crimée était annexée illégalement depuis 8 ans. Bien sûr, on savait qu'il y avait des combats à l'Est et qu'il y avait ces républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk, mais est-ce que vous vous attendiez, en connaissant un peu quand même voilà, ces méthodes de FSB, etc., est-ce que vous étiez prêt à que cette invasion-là puisse avoir lieu véritablement? Oui, il faut remonter au début du phénomène Poutine. Pour moi, c'est quelqu'un qui est formé par le logiciel soviétique, dont l'horloge mentale s'est arrêtée à l'époque de la guerre froide, lorsqu'il était agent du KGB, et le monde était divisé en deux parties, entre le communisme qui est censé être triomphant et le capitalisme qui est censé être dégradant. Donc, lorsqu'il arrive au pouvoir en 99, en 2000, eh bien, moi, j'étais parmi les rares en France, je peux le dire aujourd'hui avec certitude, qui avaient décelé déjà les premières graines, les germes de ce qui allait se passer par la suite. Parce que je comprenais que son logiciel mental était tellement rigide et que la guerre permanente, ça fait partie de l'ADN de son fonctionnement, et que la guerre était déjà dans cet ADN, la guerre autour de la Russie, peut-être pas tout à fait l'Ukraine, mais je pensais que c'est quelqu'un qui sera toujours porté dans cette espèce de démarche suicidaire finalement pour lui-même. Il ne pourra plus s'arrêter à un moment donné. Pour prouver cela, j'avais écrit déjà un certain nombre d'articles dans la presse française qui étaient plutôt complaisante par rapport au phénomène Poutine et voyait un Poutine un peu stabilisateur de la Russie, complètement perturbé par le chaos prétendu, par le soi-disant chaos des années Yeltsin, quelqu'un qui était fort, quelqu'un qui représentait un État, la verticale de l'État d'ailleurs en France, parce qu'il y a une synergie entre la France et la Russie du point de vue de l'organisation, certaines organisations étatiques, c'est-à-dire l'État-providence, l'État centralisateur, dominateur, etc. Donc, et j'ai cassé l'ambiance en disant que oui, en fait, c'est quelqu'un qui continuera cette politique impérialiste, impériale de la Russie qui date de l'époque des tsars, de l'époque de Pierre le Grand, de l'époque de Catherine II, de l'époque soviétique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union soviétique, c'est une sorte de nouvel empire soviétique communiste qui a reproduit l'empire tsariste russe du 19e siècle. Donc après, j'ai pris très à cœur ce qui se passait en Ukraine, parce que j'ai redécouvert mes propres origines. J'ai été invité à une conférence à Kiev. C'était vraiment pour moi extrêmement fort et extrêmement existentiel. Donc, et j'ai compris ce Poutine, il ira jusqu'au bout, que c'est quelqu'un qui s'arrêtera seulement là où il sera arrêté. C'est-à-dire, il avait testé les limites de la résilience occidentale, d'abord en Géorgie, donc il n'a pas été contré, après en Syrie, l'étranger déjà plus lointain, et après il s'est attaqué à l'Ukraine en considérant l'Ukraine comme une province de la Grande Russie, comme si l'Ukraine n'existait pas, et donc comme s'il s'était attaqué à moi, comme s'il s'était attaqué à mes propres origines. Donc, et j'ai compris que ce régime criminel de Poutine viole complètement les règles du jeu, la loi internationale, et que ça dépassera toujours les limites, si vous voulez, d'une confrontation militaire, mais ce sera toujours un combat existentiel entre deux perceptions du monde, entre deux perceptions de la vie. Et je serai toujours de l'autre côté de la barricade qui nous sépare avec ce Poutine. Donc j'ai écrit par exemple en 2014, pour répondre plus
précisément à votre question, dans Le Monde, l'article dont je suis fier jusqu'ici, accueillons l'Ukraine à l'OTAN. C'était écrit dans Le Monde, je répète, en 2014. Je suis persuadé que si l'OTAN et si l'Occident, de façon générale, avait compris l'enjeu auquel elle était confrontée, on aurait évité cette guerre. Donc, ça n'a pas été compris. Eh bien, après, c'est vrai que ce qui s'est passé, et je reviens à cette journée historique, c'est une bascule de l'histoire, évidemment, le 24 février 2022, j'ai été surpris. Malgré toutes mes attentes, malgré sa prévisibilité de cette démarche de Poutine, j'ai été surpris par la violence inouïe de ce comportement de Poutine vis-à-vis d'un pays indépendant, certes, vis-à-vis d'un pays que son propre pays, la Russie, avait reconnu en tant que pays indépendant, et surtout, et là pour moi le point essentiel, c'est une attaque contre la démocratie. Pourquoi je dis toujours que c'est une guerre existentielle qui se déroule actuellement? Parce que d'une certaine façon, c'est une guerre entre deux visions du monde, entre le bien et le mal, entre la liberté et la tyrannie, entre l'homme ou la femme qui est libre, pilote sa vie, c'est une vision de l'Ukraine, qui veut se détacher du passé soviétique, qui veut se projeter vers l'avenir à travers la démocratie, c'est-à-dire à travers la liberté, à travers l'expression libre. Ça rejoint ma vie, Tetiana, parce que moi, j'étais aussi quelqu'un qui était embrigadé dans ce système par ma naissance, et en même temps, à un moment donné, j'ai fait ce choix existentiel, comme l'Ukraine a fait ce choix existentiel pour devenir libre. Laissez-nous vivre, quoi. Laissez vivre notre choix. Bah, ça, il ne comprend pas. Et pour terminer là-dessus, je dirais que, évidemment, il y a cette rhétorique anti-occidentale, il s'attaque à l'OTAN, il veut libérer le peuple, soi-disant enclavé, emprisonné occidentaux contre les élites qui, soi-disant, ont fait sécession, qui ont trahi leur propre peuple en Occident. Ça, c'est une rhétorique messianique. Il y a aussi cette rhétorique concerne la troisième Rome, la Russie qui doit prendre le leadership, etc. C'est du pipeau, c'est du pipeau. Je répète ça une fois de plus, haut et fort. Tout simplement, toute cette rhétorique, disons, extrêmement ampoulée, c'est tout simplement pseudo-patriotique, c'est diatribe contre l'Occident pour sauver son propre régime. Pourquoi? Parce que la pire épidémie, le pire Covid pour les dictatures comme celle qui existe aujourd'hui en Russie, c'est la liberté. Et si l'Ukraine propose ce paradigme, ce choix qui repose sur la liberté, bah c'est un défi que l'Ukraine lance à la dictature. Et évidemment, Poutine ne peut pas s'arrêter. Évidemment, il veut finalement sauver son régime, ce régime criminel. Et quand je dis sauver son régime criminel, il veut tout simplement sauver sa peau. Oui, tout à fait. Le discours que vous faites, Alexandre, il est tout à fait intéressant, il est fort, il est tranchant, en quelque sorte, mais ce n'est pas nos discours, ce n'est pas ce type de discours qu'on a l'habitude d'entendre depuis la France, et ceci depuis les premiers jours, les premières heures, semaines et mois de l'invasion russe, ni de la France d'ailleurs, ni de plusieurs autres pays européens. Donc c'est un discours qui est en train encore de mettre quelques temps pour s'instaurer, parce que voilà, votre vision, voilà, démocratie contre la dictature, liberté contre l'esclavage. C'est une guerre de principe, pas uniquement la guerre de territoire. On a vu que plusieurs pays, bien sûr, dont la France, avaient commencé à aider l'Ukraine dès les premières heures, aussi avec armement, mais que cette volonté politique décisive n'y est pas encore aujourd'hui. Par ailleurs, nous sommes dans un certain temps de turbulence, notamment avec le soutien américain qui n'est pas si fort, donc il y a des débats au Congrès dont on voit pas la fin. Donc qu'est-ce que vous ressentez? Donc vous êtes en France, et vous êtes aussi ailleurs dans le monde. Pourquoi est-ce que, à votre avis, ce discours tranchant sur la guerre que la Russie injuste, que la Russie avait commencé contre l'Ukraine, pourquoi ce discours a autant du mal de percer?
Vous savez, c'est pas aujourd'hui que je choisis d'être marginal et de diffuser le discours, comme vous l'avez dit, tranchant, mais finalement, c'est l'authenticité de ma vie. Je ne peux pas faire autrement. Donc, je peux me tromper, souvent je me trompe, mais je reste toujours moi-même, sincère, authentique et complètement transparent. En ce qui concerne la réticence occidentale concernant le soutien à l'Ukraine, qui aujourd'hui, à mon avis, incarne l'Occident, incarne les valeurs fondamentales initiales occidentales. Finalement, c'est l'Occident. Aujourd'hui, l'Ukraine, pour moi, c'est l'Occident, peut-être le nouvel Occident. L'Ukraine, pour moi, c'est le bouclier de l'Occident. Mais évidemment, ce discours ne passe pas toujours, pour trois raisons. En fait, après la Deuxième Guerre mondiale, après les Trente Glorieuses, qui ont permis à la France de se redresser, nous nous sommes installés, nous, en France, dans une sorte de civilisation de loisirs, c'est-à-dire dans des zones de confort. Ce que Milan Kundera, l'écrivain français que je considère comme sans doute le plus grand écrivain contemporain, et j'avais la chance et l'honneur d'être non seulement son ami, mais pendant ces dernières années de sa vie, son confident, eh bien, il appelait ce phénomène l'insignifiance ou l'insouciance occidentale, comme si on avait, nous, ici, en Occident, en France notamment, et sans doute particulièrement, perdu le sens de la gravité de l'histoire et le sens de la gravité de la vie. On pense surtout à notre confort, souvent de façon assez microscopique. On se noie dans un verre d'eau sémantique. Même les mots, la guerre, le sens de la vie, qui interpellent l'existence humaine, ont été vidés de leur sens dans cette civilisation occidentale qui a oublié ses propres fondamentaux. Je compare cette période de la civilisation occidentale avec celle que l'Europe avait vécue pendant le Moyen Âge, lorsque l'Europe avait oublié, occulté, éludé ses propres fondamentaux, c'est-à-dire la démocratie qui est née à Athènes, le droit qui est né à Rome, et après les valeurs judéo-chrétiennes qui se sont greffées sur ces valeurs laïques, démocratie et état de droit, enfin le droit, la loi, et qui ont apporté un certain nombre de valeurs morales, la bonté, la miséricorde, l'empathie, l'amour, etc. On a oublié nos propres fondamentaux. Et donc, on s'est incrusté, on s'est engossé dans une sorte de vie de bisounours qui ont complètement oublié la possibilité de la vraie guerre existentielle qui peut vous mettre devant le choix fondamental. De quel côté vous êtes? Il faut choisir aujourd'hui son camp. On s'est installé et Macron, comme sans doute vos auditeurs le savent, l'un des concepts de Macron, c'est le concept en même temps. En même temps, c'est-à-dire ça permet de relativiser tout, de tout relativiser, y compris le mal. Y compris le mal. C'est-à-dire on a oublié que pour combattre le mal, il faut être fort. Et donc, on s'est aperçu que finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les Européens, contre Poutine? Lui, d'abord, il n'a aucune restriction en termes de loi. Il peut foncer jusqu'au bout. C'est le nihilisme juridique, c'est ce que j'appelle nihilisme juridique. On lui dit, il y a la loi. Il dit, je m'en fous, c'est un chiffon de papier. On lui dit que la Crimée, c'est l'Ukraine. Ben, je m'en fiche. L'Ukraine, la Crimée, c'est la Russie pour des raisons archaïques, historiques, culturelles, on ne sait pas quoi. C'est-à-dire, on peut dire, par exemple, que le Québec, qui avait été découvert par un Français, Jacques Cartier, c'est aussi la France.
Donc, pourquoi pas annexer le Québec? Et pourquoi pas, par exemple, l'Allemagne ne veut pas annexer l'Alsace, où j'enseigne, et je connais assez bien la mentalité alsacienne qui était profondément marquée par un certain nombre de caractéristiques, je dirais, germaniques. Donc, mais c'est n'importe quoi, c'est la jungle finalement. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes devenus un peu, comme vous savez, des carnivores face aux prédateurs dans cette jungle. Et le prédateur, il bouffe quoi? Il bouffe, alors que nous, on regarde, on observe, donc, et finalement, on fait rien. C'est-à-dire, quand je dis on fait rien, évidemment, il faut relativiser les choses. L'Europe s'est engagée, l'Europe s'est réveillée. Enfin, pour moi, cette prise de conscience est tardive, mais mieux vaut tard que jamais. Mais l'aide à l'Ukraine, et c'est, vous savez, c'est comme une aide au compte-goutte, à moitié. C'est-à-dire, on ne s'engage pas à fond. Ah oui, donc d'abord c'est loin, on ne comprend pas. Est-ce que ça ne nous concerne pas? Bon, ben, on va leur donner quoi? Bon, ben, on va donner d'abord, je sais pas, au début, c'était presque sparadrap, où les Allemands voulaient donner des casques. On s'aperçoit, ben non, c'est pas suffisant. Ah ben, il faut donner quoi? Il faut donner un peu plus. Il faut donner des avions? Peut-être non, pas du tout. Il faut donner des missiles? Oui, mais pas les missiles qui frappent loin, parce que les Ukrainiens peuvent frapper la Russie. Mais c'est leur légitime défense. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas l'enjeu existentiel de cette guerre. Le leadership politique en Occident aujourd'hui est extrêmement faible. Nous n'avons pas de Churchill des temps modernes qui se serait redressé contre la vermine nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout en étant complètement minoritaire, alors que la France a baissé le front et tous les pays pratiquement étaient envahis en Europe. C'est Churchill, mais il est où le Churchill aujourd'hui? Notre leadership politique, y compris la France, s'est asséché. Il ne s'agit plus de gens charismatiques qui peuvent changer le cours de l'histoire. Il s'agit des followers, il s'agit des suiveurs. Tout le monde sait aujourd'hui cette distinction entre les influenceurs sur les réseaux sociaux et sur les suiveurs. Et ensuite, on manque cette vision globale, holistique de cette guerre, existentielle de cette guerre. On ne comprend pas l'enjeu de cette guerre, mais si on revient à l'Europe, si on comprenait, et je suis sûr qu'on finira par comprendre, même si ce chemin, pardon, vers la compréhension sera long, c'est ce que j'appelle la procrastination. La procrastination, c'est le fléau aujourd'hui français, c'est le fléau occidental. La procrastination, c'est quand on remet au lendemain ce qu'il faut faire là, urgemment, tout de suite, immédiatement, instantanément. Ben non, on dit, bah, ça pourrait se faire demain. Ben non, c'est pas demain. C'est aujourd'hui que tu fais ça. Si tu devais faire ça même hier. Bon, même si, à un moment donné, et je suis persuadé que toutes les lignes rouges qui étaient fixées à Poutine de façon trop diplomatique, et ils ont déjà été franchis, toutes les lignes rouges. Mais on va se débarrasser à un moment donné même de cette expression co-belligérance, cette expression complètement maladroite. On va se débarrasser justement de cette espèce de ah oui, il faut pas escalader la guerre, mais qui a escaladé la guerre? Elle est où l'escalade? C'est Poutine qui escalade et nous on fait quoi? Mais même si on réalise ça, vous savez quand même, il faut jamais oublier que l'Europe a été infantilisée par les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Quand je parlais tout à l'heure à nos auditeurs de ces 30 glorieuses, ces années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale et la France se redressait, il y a des classes moyennes qui ont apparu, le pouvoir d'achat a augmenté. Mais à qui les Français doivent dire merci à cette époque-là? Qui a protégé militairement l'Europe? C'est les États-Unis. Et donc les États-Unis, c'est la seule puissance, le phare de l'Occident, qui aujourd'hui les vrais moyens, pour le moment, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, de contrer le mal. Donc c'est pour ça qu'il faut que les États-Unis se réveillent à un moment donné. Bon, ben ça n'apprend pas le chemin pour le moment, mais il ne faut pas être catastrophiste, ne pas être fataliste. Voilà, le réveil de l'Europe viendra aussi et surtout du réveil des États-Unis.
Oui, tout à fait et donc c'est aussi le temps, j'ai beaucoup aimé votre expression infantiliser l'Europe avec cette exportation de la sécurité que les États-Unis ont fournie en Europe pendant les décennies. Aujourd'hui, on discute du sort de l'OTAN. On connaît d'ailleurs l'opinion de Donald Trump, éventuel nouveau président des États-Unis. On ne sait pas, donc c'est encore à venir, mais et on connaît ses opinions sur l'OTAN et donc l'Europe risque de se retrouver toute seule face à cette menace russe et on n'a aucun doute, nous les Ukrainiens, que Poutine s'arrête là puisqu'il va continuer. Pour nous, vous avez évoqué la procrastination. Ce qui est le plus douloureux de côté ukrainien dans cette histoire, c'est que voilà, cette remise à plus tard, cette lenteur, elle nous fait perdre tout ce qui est le plus cher, les vies humaines de nos hommes, de nos femmes, de nos enfants, encore des militaires tués, encore des civils tués. Donc pour nous, ça a le sens très concret. Encore un village détruit, etc., etc. Donc voilà, avec l'intensité de cette guerre, voilà, pour nous la question du temps, elle est capitale. Alexandre, le dernier thème que je voudrais évoquer avec vous, parce que vous habitez en France, mais vous êtes toujours à Paris, mais vous êtes en contact permanent avec des étudiants, avec des jeunes, avec la jeunesse un peu partout dans le monde. Ici en Ukraine, on discute depuis plusieurs mois déjà l'importance de ce qu'on appelle d'une manière un peu simpliste, sans doute, le Global South. Donc on cherche le soutien diplomatique et autres de pays qui ne sont pas des pays occidentaux, qui sont ailleurs et dont on a aussi besoin dans cette guerre qui devient un peu globale. Et on observe, on rencontre malheureusement encore plus de réticences, encore plus de mécompréhension de la situation. Je me souviens avoir rencontré deux jeunes journalistes de l'Afrique qui m'ont posé la question, mais expliquez-nous brièvement en 2 minutes. Pourquoi est-ce que nous devons préoccuper de votre guerre et ne parlez pas, s'il vous plaît, de ces céréales ukrainiennes. Donc, mis à part ce dossier céréales, pourquoi est-ce que les gens en Afrique doivent voilà, s'occuper, voilà, se soucier et puis être inquiets par rapport à cette guerre que la Russie Oui, mène contre l'Ukraine. oui. Ben écoutez, la question est primordiale. Évidemment, je suis en contact avec le monde entier. J'enseigne beaucoup en Afrique, au Sénégal. J'étais à Niamey. J'ai enseigné en Afghanistan, dans les pays les plus pauvres et les plus riches de notre planète. Ma vision est globale. D'ailleurs, c'est la quintessence de mes enseignements. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde global, interconnecté, interdépendant, instantané, guidé par le clic. Nous sommes tous devenus aujourd'hui des passagers à bord du même bateau qui s'appelle la planète Terre. C'est-à-dire tout est interdépendant, tout est lié à tout le monde est lié à tout le monde. Ce qui se passe plus concrètement, par exemple en Afrique, en fait, c'est mes étudiants. Bon, on va parler d'abord des élites africaines. Ils sont obnubilés par le souvenir qui les hante toujours du colonialisme. La France et les pays occidentaux ne sont pas du tout associés dans la psyché collective avec la démocratie, avec la liberté, avec l'état de droit, mais tout simplement avec une certaine politique coloniale. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce rejet aujourd'hui dans un monde du XXIe siècle qui est global et qui est aussi non occidental. Enfin, non occidental automatiquement, parce que la civilisation occidentale a perdu ce que j'appelle le monopole de l'histoire, l'exclusivité du pouvoir dans le monde, et ça se passe pour la première fois depuis la Renaissance du XVe siècle. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde multipolaire. Voilà, et donc, et évidemment, ces pays qui étaient colonisés, ils veulent en quelque sorte effacer ce qu'ils considèrent l'humiliation et s'attaquent à l'Occident sous sa forme actuelle. Et l'Occident, sous sa forme actuelle, a évidemment beaucoup de problèmes. L'Occident est aussi malade, il ne faut jamais oublier ça. Mais, et là je reviens à la première partie, Tatiana, de votre question, je ne travaille pas avec les élites, je travaille avec les étudiants. Les étudiants, c'est qui? Les étudiants, par exemple, sénégalais, les étudiants algériens, parce que j'ai enseigné aussi pendant 8 ans à Alger, ce sont des jeunes qui se cherchent et qui veulent construire finalement quoi? Ils veulent construire leur bonheur, voilà, tout simplement leur bonheur, et c'est le chemin vers leur épanouissement dans la vie. Eh bien, je suis persuadé que aucun pays du monde n'est génétiquement inapte à la démocratie.
Aucun. Tout simplement, c'est un travail d'explication. C'est un travail de planter des germes de l'intelligence, de la connaissance, des valeurs, etc. Mais tout le monde veut être heureux. Et je pose la question à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez être heureux sans être libre? Je ne crois pas. Est-ce qu'un esclave peut être heureux? Je ne crois pas. C'est pour ça qu'il faut, au-delà de cette situation d'aujourd'hui, au-delà des aléas, des vicissitudes de l'histoire qui peuvent nous aveugler sur le coup, il faut toujours avoir une vision d'avenir. Il faut travailler pour l'avenir. Et l'avenir appartient aux jeunes générations. Donc, d'où le sens de ce travail que j'essaie de faire à mon niveau, et donc préparer l'avenir. Et l'avenir, il faut réinitialiser aussi les valeurs initiales de l'Occident. Et je rappelle ces valeurs occidentales de l'Occident, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est la dignité humaine. Mais qu'est-ce qui peut être plus beau? Mais aujourd'hui, nous avons besoin, nous, en Occident, de réactualiser, de update, c'est-à-dire de réinitialiser, de mettre à jour notre propre logiciel. Et si on arrive à le faire, d'ailleurs, par où pourrait passer cette nouvelle renaissance de l'Occident? Peut-être par l'éducation, peut-être par la société civile, peut-être par les contacts comme le nôtre, chère Tetiana, c'est-à-dire réveiller la société. Et ce réveil de la société occidentale ne viendra pas forcément d'en haut, il viendra de cette société qui commence à bouger et qui est armée du clic, ce que j'appelle l'armée du clic, c'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde avec le smartphone tient le monde en main et peut être maître de son destin. C'est pour ça qu'il faut travailler l'avenir. Il ne faut jamais tomber dans le piège du fatalisme et du catastrophisme. Oui, oui, tout à fait. Donc, gardons cet espoir, gardons l'espoir que voilà que le signification, le sens de ce combat existentiel que vous nommez existentiel et qui est véritablement existentiel pour les Ukrainiens, qu'on pourra faire face à ce défi, à ce danger qui est là et arrêter l'agresseur là où on peut l'arrêter et puis faire revenir les principes, faire revenir la justice et créer des conditions pour la liberté. Et la liberté, comme vous avez dit, Alexandre, c'est le synonyme de bonheur. Merci beaucoup pour cet entretien. Tetiana, merci infiniment pour cette proposition d'interagir avec vous et tous mes voeux vous accompagnent ainsi que tous nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Alexandre Milnik, professeur de géopolitique et écrivain. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.